Avant ça, je voulais qu'on acclame pour le secrétaire général. Ça, comme j'ai dit, c'est très important pour nous, pour moi-même. Quand je vois ça, voilà l'avenir du pays. Parle avec une assurance, c'est de quoi il parle. C'est pas la magie, c'est le travail. Et on est fiers de voir ça. Les Wandjié, là, ils sont contents. Les Oum sont contents. Les Moumiers sont contents. Tout à l'heure, il disait qu'il est très jeune. Moumier était président de l'UPC à l'époque, à 25 ans. Il était reçu comme avec un statut de chef d'État. Partout ils arrivaient. Puis des flibustiers, ils les appelaient bandits. Je dis bien flibustiers. Ils s'appellent bandits. À l'époque, vous croyez que les présidents qui les recevaient comme des chefs d'État, ils étaient fous. Les Nasser, à Khartoum, au Ghana, partout ils passaient, ils avaient le statut comme des chefs d'État. Comme on dit chez nous au quartier, bandit toi-même. Ils sont fiers de voir ça, c'est la continuité. Je voudrais vous présenter, non, ce n'est pas le secrétaire particulier du parti, c'est le secrétaire particulier du président. Il faut donner à César, qui appartient à César. C'est même quoi avec vous? C'est mon particulier. Votre problème, c'est quoi? Quand on sera au pouvoir, quand vous allez le voir, vous allez voir ce que vous avez cherché. Donc, comme son frère, ils ont choisi, lui aussi, on fait de très bonnes études, ils ont choisi la lutte politique de se consacrer à leur pays. Ah oui. Et c'est très encourageant. Et ils se sont donné le temps de se former pendant des années, dans l'humilité, le silence. Aujourd'hui, ils sont mûrs. On va les envoyer comme ça devant. À un moment, on commence à se reculer. On commence à se reculer, on va les mettre devant comme ça. Ils sont nombreux tout à l'heure, ce sont des femmes qui vont venir vous parler. Ils sont nombreux. Donc on travaille. Et on croit à ce qu'on fait. C'est un génie, hein. Lui, elle vous a dit qu'ils aiment s'appuyer sur lui pour faire leurs travaux, faire les tests, etc. Un génie. Et il est à mes côtés depuis des années. Mon cher ami, mon cher frère président. Depuis des années. Comme lui, ils sont venus là où il n'y a pas l'argent. Là où il n'y a rien. Comment les gens peuvent être bêtes comme ça? Au lieu d'aller là où il y a l'argent, vous venez là où il n'y a rien. Vous aussi, vous êtes bêtes. Tu pouvez parler au NDPC. Il y a l'argent là-bas. Quand tu viens dans un parti où il n'y a rien, il n'y a même pas de conseillers municipaux, il n'y a rien. Un parti qui ne représente rien. Donc toi, tu as laissé tous les grands partis là, tu viens ici. Et depuis des années, tu es là. Tu cherches même quoi? C'est-à-dire, ça te dit que tu cherches même quoi? Tu vas même dire quoi? Mais c'est ça. C'est ça, Eman. C'est ça, Madame Denla. Bon, toi, tu es leur maman, on ne t'apprend rien. Tu sais ça. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi je veux les présenter, parce que je suis fier de ça. Il n'y a rien qui peut me récompenser, plus que ça. Il n'y a rien.
Je suis fier de les présenter. You have the floor. On peut applaudir très fort pour le secrétaire particulier du président. Mais avant qu'il ne prenne la parole, Monsieur le Président, si vous permettez, j'aimerais revenir sur cette prestation du secrétaire général du parti, Monsieur Bouyamousso, que vous avez entendu tout à l'heure. Particulièrement, son atelier m'a frappé. Ça a ouvert ma mémoire et ça nous a ouvert les perspectives et la vocation profonde du Cameroun. On peut insulter ceux-là qui ont pris le Cameroun en otage. Mais ce qui est particulier dans cet atelier, dans cette période, 1972-1982, c'est que la France nous a imposé un président, le président Amadou Ahidjo. Mais durant la trajectoire de l'évolution du Cameroun, on se rend compte que, à un certain niveau, c'est le Cameroun qui impose sa trajectoire. Et quand il était en train de parler, j'ai dit, si c'est le Cameroun qui impose sa trajectoire, on ne peut plus se cacher. Le président Paul Biya lui-même, il a ouvert sa succession à travers la création de postes de vice-président. Mais lorsque le secrétaire général parlait, il disait, le monde attend le Cameroun. Est-ce qu'il a dit que le monde attendait un Ando Colon? Il a dit le monde attend le Cameroun. Et ici, on représente le... Je ne dis pas plus. Tout à l'heure, M. Nguesso aura aussi la responsabilité d'avoir ce scalpel que nous, les peuples ici présents, t'ont remis pour désenquister la vraie histoire, pour que nous, si on puisse avoir une mémoire vraie, on ne doit pas insulter, on ne doit jamais insulter nos héros. C'est sur ça qu'on s'appuie, parce que nos héros, c'est le Cameroun. Ernest Ouandjé, tu peux être fier. Parce que c'est aussi à travers vous, vous les héros, que nous sommes ici ce soir pour vous représenter. Le président l'a dit, on va faire plus. Et le plus là, je ne dis pas plus. Merci. Merci. Merci, M. Boukde Philémon, de ne pas dire plus. Parce qu'il faut bien que vous ne disiez pas plus, pour que nous puissions dire un mot. À l'évidence, c'est une tâche importante qui m'est assignée en ce jour. Je ne saurais commencer mon propos sans toutefois m'arrêter un instant sur l'hommage, sur les paroles aimables que le président Bandakany a dit à mon endroit. Il a dit de moi que j'étais un génie. J'ai l'impression qu'il a surévalué les modestes compétences qui sont les miennes. Vous aurez l'opportunité, à travers l'exposé que je rendais tout à l'heure, de juger de sa précision sur la qualification qu'il me donne. J'espère vraiment que vous serez, je dirais plutôt, conciliant à mon endroit. L'exposé des contestes, Monsieur le Président. Le président Bandakany, évidemment, c'est un homme politique que vous connaissez tous de manière assez intéressante. Son parcours politique parle pour lui-même. Comme on le dit souvent au quartier, il n'a plus rien à démontrer en politique, sur la scène politique camerounaise. Et son parcours parle plus que tout. Depuis 1990, il a choisi de s'engager en politique et fort heureusement, il a fait ses classes. Et désormais, s'il fallait faire un classement dans les classes, il n'est pas osé de dire qu'il a certainement une qualification qui est au-delà, professorat de rang magistral, que dis-je, d'agrégation en termes de politique au Cameroun, parce que véritablement, sur la scène politique camerounaise, on dit souvent, comme on dit au quartier, il n'y a pas son deux. Très cher congressiste. Merci. La tâche qui est mienne est complexe. Parler après Charlie Kenyé, après le secrétaire général, c'est une tâche très complexe. Parce que généralement, leur fertilité intellectuelle fait qu'ils réussissent à dire de manière assez intéressante. Et donc, quand tu viens après eux, tu as la peur. Tu diras peut-être moins bien ce qu'ils ont dit déjà assez bien. Et ça pourra diluer la compréhension que ceux qui t'écoutent auront de ce que tu as dit. Mais néanmoins, puisque je suis programmé, je vais parler, je n'ai pas le choix. Et je vous pourrais être indulgent avec moi, chez un congressiste. Parle seulement. Très cher congressiste,
il m'est assigné la tâche de revisiter l'histoire du Cameroun dans la décennie 82-92. Lorsque j'ai été informé de cette assignation, j'ai dit pourquoi est-ce qu'on me confie l'affaire là qui est compliquée. Parce que 82-92, pour ceux qui ont vécu, savent que c'est la période où les gens marchaient avec le zoisoir. Qui se souvient encore du zoisoir ici là? Donc il y a des enfants ici qui n'ont pas vu ça, ils sont encore jeunes. Mais en 92, chacun avait sa bouteille de zoisoir à la maison. Dès que tu trouves un véhicule qui est garé, tu verses dessus, tu prends ta bouchée d'allumettes et le feu a pris. Donc, la tâche qui m'est assignée alors que je suis dans l'obligation de prendre la parole ce jour est une tâche ô combien délicate. Il s'agit en effet, à la suite de ceux qui m'ont précédé, dont je ferai des travaux en passant, d'animer un atelier thématique sur l'objet revisiter l'histoire du Cameroun 82-92, soit 10 années, c'est-à-dire une décennie, 10 années pleines. On le dit tous de manière triviale, les années qui se suivent ne se ressemblent pas. Et il n'est pas osé de dire que la décennie 82-92, elle aussi, ne ressemble pas à la décennie 72-82. La décennie 82-92 est donc une décennie particulière et unique dans l'histoire de notre cher et beau pays, le Cameroun, tant elle aura été marquée par des phénomènes sociaux et sociétaux particulièrement importants. Elle aura réussi le pari d'éprouver à l'extrême les capacités émotives des Camerounais. Ils ont ainsi ressenti tour à tour de la hantise, de la stupeur, une joie intense et enfin une panique paralysante. Il va sans dire que pour réaliser cette tâche qui m'incombe, il eût fallu que je prenne connaissance du syllabus thématique proposé pour voir dans quelle mesure il me serait possible d'inscrire dans le cadrage thématique prescrit les éléments de ma réflexion, le but étant évidemment d'éviter une divagation cognitive impertinente. Le dit cadrage a le mérite de la clarté et de la précision. Je voudrais ici rapporter un extrait, qu'on comprenne bien ce qui nous a été assigné comme tâche. Il est clairement précisé dans le cadrage thématique. L'intervenant doit tout d'abord dessiner un tableau récapitulatif de ce qu'aura été le Cameroun au plan politique, économique, culturel, social et diplomatique. Durant ces années ensuite, il doit dégager les éléments majeurs sans lesquels ces années n'auraient rien signifié dans l'histoire du Cameroun. Autrement dit, qu'est-ce que cette période signifie en termes de pierre à l'édifice qu'on appelle Cameroun? S'il fallait résumer cette période, à quoi, à quel événement la résumerait-on? Quel est l'apport majeur de ce moment à l'histoire du Cameroun jusqu'à ce jour? Et enfin, qu'est-ce que cette période donne, lègue à la période qui la suit? Avec ce cadrage thématique, il apparaît évident qu'il m'est demandé de revêtir une blouse pour entamer un travail fastidieux de peintre, à l'effet de révéler ma toile, peinte avec passion et objectivité. La dite toile devra illustrer le tableau capitatif de l'État du Cameroun dans une articulation chronologique et causale dans laquelle s'enchevêtrent et s'interpénètrent les dimensions politiques, économiques, culturelles, sociales, diplomatiques. Ceci en mettant en emphase les événements majeurs qui ont constitué le moment d'inflexion de la vie de la nation sur la décennie. Il me faudra ensuite porter une tunique de bâtisseur pour identifier avec précision dans cette mosaïque de pierres factuelles utilisées pour bâtir la nation les pierres d'angle, éventuellement rejetées par les uns, mais d'une importance capitale pour les fins bâtisseurs. Il me faudra enfin, ensuite, prendre ma plume d'historien pour identifier l'apport majeur de cette décennie à l'histoire de notre pays. Et enfin, il m'est demandé de me constituer un notaire pour prendre acte du testament et pouvoir identifier l'héritage de cette décennie à léguer à la décennie suivante d'abord, la venue de chez vous, le Cameroun, ensuite. La tâche est donc exigeante et requiert des compétences plurielles. Elle invite à une flexibilité cognitive et à une plasticité méthodologique qui ne peut se laisser hypothéquer par la camisole de force des descriptions sectorielles désarticulées. C'est donc une approche holistique qui nous semble la mieux, à même de rapporter dans le présent les faits de cette décennie sans préjudice de l'opportunité de discrimination qui m'est autorisée. Nous avons opté, très chers congressistes, pour une factualité chronologique opportunément analytique. À présent, nous voulons modestement vous inviter, les congressistes ici présents, à entrer dans les wagons-lits de ce train à remonter le temps, en leur promettant humblement, en notre qualité de cheminots en charge de la locomotive, nous donnerons le meilleur de nous pour faire de ce voyage rétro-temporel l'un des plus agréables possibles. Très chers camarades, la décennie 82-92 commence par ce qu'on a appelé l'alternance insoupçonnée. Dans l'exposé de celui qui m'a précédé, il a clairement donné connaissance, notamment lecture, du discours de démission du président de la République, Amadou Ahidjo, dans lequel il décrivait ce qu'il avait laissé comme pays à son successeur. À l'écouter, on a l'impression qu'il a laissé à son successeur, le président Paul Biya, un presque paradis. Donc, on a dans un pays qui est laissé en 82 avec ce schéma-là.
Le président qui s'en va indique qu'il a laissé à celui qui le succède ce qu'il y a de mieux. Toutefois, il faut remarquer quand même en 1982, l'équipe nationale du Cameroun venait de prendre part pour la première fois à la Coupe du Monde en Espagne, notamment du 13 juin au 11 juillet 1982. Elle y avait réalisé une belle prestation sanctionnée par 3 points obtenus en autant de matchs joués. Elle était donc rentrée invaincue au premier tour de la compétition. C'était une performance quand on sait que c'est la deuxième équipe africaine à avoir préparé cette compétition, l'équipe du Cameroun. Si le président Ahidjo avait des raisons d'être serein quant à la situation de la nation, il était plutôt très inquiet de sa situation sanitaire. Une situation sanitaire qui, de l'avis des médecins qu'il avait consultés, ne lui présageait aucune amélioration à court terme. Bien au contraire, les 10 médecins étaient tous pessimistes. Ce pessimisme diagnostique des médecins va progressivement le convaincre d'abandonner ses hautes fonctions à la tête de l'État du Cameroun. Et donc, il se produira ce qui s'est produit le 4 novembre 1982. Le président Ahidjo va donc se dessaisir de sa charge. Mais avant de le faire, il va d'abord faire des confidences à ses proches collaborateurs pour leur indiquer sa non-intention de démissionner. Et quand il le fera, évidemment, certains d'entre eux se sentiront particulièrement gênés et ils voudront le convaincre de renoncer à cette décision qu'il veut prendre. Toutefois, il sera péremptoire et déterminé et il fera ce qu'il avait prévu de faire. Pour donc bien indiquer la note qui régnait dans ce palais ce jour, je voudrais ici prêter ma plume au ministre Samuel Lebois qui décrit un peu ce qui s'est passé ce jour en question. Il dit dans son livre « Une décennie avec Ahidjo », à 18h15, je suis au 3e étage du palais de l'Unité, le comité central siège, non au palais de congrès comme d'habitude, mais dans la salle du conseil ministériel. Il est bientôt 18h30. Certains membres du comité central, foudroyés par ce qu'ils venaient d'entendre, sont dans la salle en pleurant. C'est-à-dire les ministres d'Ahidjo sont en train de pleurer. Ils ne veulent pas que le père de la nation, comme on l'appelait à l'époque, quitte sa fonction. Madame Kecha, une de ses collaboratrices, secouée par l'annonce de l'information, est secouée et pleure en sanglots. D'autres collègues encore sont totalement désarticulés. C'est alors que nous apprenons que plusieurs membres du comité central du parti ont pleuré lorsque le président a déclaré qu'il cessera ses fonctions le 6 novembre à 10h. Sa déclaration n'a pris que 2 minutes. Il a aussitôt regagné son bureau. Les membres présidents du comité central décident alors de dépêcher auprès de lui une délégation ayant pour mission de le prier de revenir sur sa décision et de rester à la tête du parti. Je cite ici là pour indiquer que c'est le comité central qui demande au président de s'il veut quitter, comme c'est le cas manifestement, eh bien qu'il reste à la tête du parti, unique à l'époque, l'Union nationale camerounaise, l'UNC. Le ministre Joseph Ndoumba me dira par la suite que la délégation était conduite par le Premier ministre et Kassale en était le porte-parole. Ndoumba lui-même ira annoncer l'arrivée de cette délégation. Celle-ci ne réussira pas à faire revenir Ahidjo sur sa décision qui était manifestement déjà prise. Mesdames, Messieurs, je vous ai appelé pour vous dire que je démissionne de mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet à compter du 6 novembre 1982 à 10h. Je remercie chacun d'entre vous du concours qu'il m'a apporté dans le secteur qui était le sien, du concours qu'il m'a apporté dans le secteur qui était le sien. Plusieurs membres du gouvernement étaient en sanglots. Certains d'entre eux, membres du comité central du parti, avaient déjà pleuré une demi-heure avant. Spectacle insupportable. Le président se lève et regagne son bureau. Désemparés, les membres du gouvernement sortent les uns après les autres, tel un troupeau désormais sans berger. Ils se retrouvent dans le hall du palais. Certains proposent qu'une délégation aille prier Ahidjo de revenir sur sa décision. Saïdou et moi-même les dissuadons de former une telle délégation dont la démarche n'aboutirait à rien. Je regagne ainsi mon bureau pendant que les journalistes convoqués pour enregistrer les déclarations annoncent que la mission d'Ahidjo à diffuser à 20h arrive au palais et commencent à installer leurs appareils. À cet instant précis, le peuple camerounais, foudroyé par ces nouvelles, qui n'entendait pas, est médusé, pétrifié, il croit rêver. Le temps semble avoir suspendu son vol. Dans les grandes villes, telles que Yaoundé et Douala, les rues sont désertes. Les bars sont fermés, chacun s'est enfermé chez soi. On peut comprendre pourquoi. Ceux qui étaient là à ce moment-là peuvent encore avoir la nostalgie de ce qu'ils ont fait ce jour-là. Après avoir causé avec un aîné, il m'a dit ce jour, quand ça a sonné à la radio, son père les a réunis tous. Il les a mis au salon, ils ont dormi au salon parce qu'il voulait les voir chacun. Il ne voulait pas qu'un d'entre eux sorte et que ce qu'il ne voulait pas se produise. Beaucoup de gens pleurent. Quelqu'un affirme avoir cassé son poste radio. Un autre raconte qu'il trouvait dans son véhicule à l'heure de l'information, son chauffeur, en écoutant la nouvelle, a failli s'écraser sur un arbre. Patron, me dit-il, il est mort. Le président est mort.
il ne peut s'agir d'un message enregistré, il ne peut que s'agir d'un message enregistré avant sa mort. D'autres, enfin, ont pensé à un coup d'État, et donc que la déclaration se faisait sous la contrainte des militaires. Ce soir-là, je ne lui ai montré aucun dossier. C'est Samuel Lebois qui parle, un collaborateur très proche du président Ahidjo à l'époque. Très chers invités, nous voulons à présent indiquer que dans la disposition constitutionnelle qui prévalait à l'époque, il était clairement indiqué qu'en cas de démission du président de la République, celui qui reprendrait le flambeau serait évidemment le Premier ministre de l'époque. Et en ce moment-là, celui qui était en charge était notamment le président actuel, son Excellence Paul Biya. Les témoignages requis ici et là rapportent que nombre de Camerounais vécurent ce moment dans une hantise particulière. Chacun pensait que Ahidjo faisait un ballon d'essai et que probablement avant la présentation du président Paul Biya, il revenait sa décision. Il se disait alors que c'est comme une histoire qu'on raconte souvent au quartier. On dit quand le coq veut voir la poule qu'il aime, qu'est-ce qu'il fait? Il simule sa mort. Et il voit donc la poule qui va pleurer, la poule qui va jubiler. Les poules qui vont jubiler, il saura que celle-là ne l'aimait pas. Et celles qui vont pleurer, il saura que celle-là l'aimait. Donc les Camerounais ont pensé ça. Ahidjo ayant réuni en 71 à exécuter Ouandjé, on supposait qu'il voulait faire une épuration terminale de l'UPC. Et que donc en annonçant sa mort, comme ça les UPC vont sortir jubiler et on va les récupérer tous. On va les mettre dans le train de la mort, on va les envoyer directement au lieu indiqué. Et donc, il fallait donc désormais, le pays était sans président, parce que Ahidjo avait démissionné. Cela prendrait effet le 6 novembre à 10h. Il fallait donc que le nouveau président prenne ses fonctions, et le président Paul Biya le fera de manière assez intéressante. Et donc le 6 novembre 1982, très chers congressistes, le Premier ministre Paul Biya prêta serment devant le Parlement pour devenir le tout nouveau chef de l'État du Cameroun. Il prononça un discours de circonstance que nous voulons, à votre permission bien sûr, rappeler tout autant à vos mémoires. J'invite ici le camarade Kameni Benizer, qui pour ce jour assumera les fonctions de lecteur d'un discours qui est historique. Mesdames et messieurs, à présent, je voudrais partager avec vous le discours d'investiture du président de la République, son Excellence Paul Biya, le 6 novembre 1982. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les membres de la Cour suprême, au lendemain du message historique de son Excellence Amadou Ahidjo, président de la République unie du Cameroun et président national de l'Union nationale camerounaise, adressé avant-hier à la nation, et alors que le peuple camerounais, surpris, attentif et méditatif, cherche encore à comprendre l'événement, je viens au nom des exigences de la loi et du bon ordre des choses et de la continuité de l'État de prêter serment devant vous et, au-delà, devant la nation tout entière. Vous le savez bien, à vrai dire, ce serment s'inscrit dans le droit fil de celui que le 5 mai 1980, le président Amadou Ahidjo, après tant d'autres serments, avait prêté devant vous. En ces circonstances solennelles et émouvantes, circonstances précédentes dans l'histoire, sans précédent dans l'histoire de notre jeune nation, l'heure est à l'hommage avant d'être à l'engagement et à l'expression de la fidélité. En effet, à mon illustre prédécesseur, mieux à celui dont j'ai eu l'insigne honneur d'être pendant des années le collaborateur, je dois un grand et vibrant hommage, empreint de déférence et d'admiration. Digne et prestigieux fils de ce pays, père de la nation camerounaise, artisan de son unité et de son développement, président Amadou Ahidjo sera révélé à nos yeux comme un géant de l'histoire camerounaise, de l'histoire africaine, de l'histoire tout court. À ce titre, sa brillante carrière d'homme d'État demeure, pour tous les Camerounais, un motif de fierté et un exemple d'engagement et de patriotisme. Devant vous et devant la nation,
Au moment où il quitte sa haute charge dans la dignité et l'honneur, je voudrais lui adresser, en mon nom personnel et au nom de la nation tout entière, les plus chaleureuses félicitations et l'assurer de notre loyalisme et de notre sympathie. Mais il n'y a sûrement pas meilleure manière de lui témoigner notre sympathie et notre loyalisme que de suivre son exemple, de suivre ses pas. Aussi, dans le cadre de ce serment, j'entends situer l'action des années à venir sous le double signe de l'engagement et de la fidélité. L'engagement d'ordre constitutionnel est la réaffirmation du serment que je viens de prêter. J'entends alors, avec l'aide de tous les Camerounais et de tous les Camerounais, et en ma qualité de président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, m'acquitter de ce devoir sacré que m'impose la Constitution, à savoir veiller à son respect comme à l'indépendance, à la souveraineté, à la sécurité et à l'unité de l'État, assurer la conduite des affaires de la République. Mon illustre prédécesseur n'a jamais failli à ce devoir, je n'y faillirai point. Quant à la fidélité d'ordre politique, elle est celle à un homme, son Excellence Amadou Ahidjo, celle à un peuple, le peuple camerounais, celle à des options. S'agissant en particulier des options qui sont celles de l'Union nationale camerounaise depuis sa naissance et dont l'application et les résultats font du Cameroun un îlot de paix, d'unité, de stabilité, de justice et de progrès dans un monde aux prises avec les affres de l'instabilité, de la violence et de la pénurie. Ces options, dis-je, je les rappelle parce que les circonstances l'exigent et pour m'en porter garant. Ces options sont et demeurent à l'intérieur l'indépendance et l'unité nationale, la paix, le développement économique, social et culturel à travers nos choix de libéralisme planifié, de développement autocentré, de justice sociale et de maîtrise. Elles sont, en Afrique, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, l'unité et la solidarité africaine, la lutte résolue et irréversible contre les derniers bastions du colonialisme et les méfaits de l'apartheid en Afrique australe, le développement du continent. Elles sont, sur le plan international, la paix entre les nations, le non-alignement, j'entends un non-alignement authentique, et la coopération, j'entends une coopération rénovée, dans la perspective d'un nouvel ordre économique mondial plus juste et plus stable. Dans le cadre de ces options de politique extérieure, le respect de nos engagements et notre attachement aux organisations internationales, je pense notamment à l'UDEAC, à l'OUA, au mouvement des pays non alignés et à l'ONU, ce respect et cet attachement demeurent constants. Voilà, mesdames et messieurs les députés, messieurs les membres de la Cour suprême, les orientations qui doivent continuer à guider l'action du gouvernement de la République du Cameroun tout au long du mandat en cours. La grande et longue œuvre de construction nationale, si bien conçue et si bien menée par son Excellence Amadou Ahidjo, est une œuvre de tous et pour tous. Elle doit demeurer telle. Elle implique, dans les temps durs que nous vivons, à la fois la rigueur dans la gestion, la persévérance dans l'effort, la vigilance vis-à-vis des manœuvres et actions internes ou externes de démocratisation, de démobilisation et de stabilisation. J'invite alors de manière solennelle toutes les Camerounaises
et tous les Camerounais à réaffirmer dans les faits leur attachement à cette grande œuvre d'unité, de paix et de progrès, et à s'y maintenir résolument avec la légitime ambition de demeurer un grand peuple, un peuple uni et travailleur, un peuple aspirant à la prospérité et à la justice, un peuple ayant foi en son avenir, un peuple enfin jaloux d'être maître de son destin à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. En ce qui me concerne, avec la confiance et la collaboration de tous, je puis assurer que je m'y employerai avec toute la force de mon patriotisme et de mon engagement. Vive le Cameroun. Merci, M. Kameli Benizer. Nous venons ici de réécouter ce qui avait été prononcé le 6 novembre 1982. Et lorsque cela a été prononcé, eh bien, les Camerounais sont passés de la suspicion du 4 novembre à une joie particulière le 6 novembre. Parce que désormais, ils avaient la certitude que le président avait effectivement quitté le pouvoir. Parce que jusqu'à ce que Biya prononce son discours d'investiture, d'aucuns hésitaient encore, doutaient encore quant à l'effectivité de cette prononciation-là. Et donc, quand c'est fait, les Camerounais comprennent désormais un vent nouveau est sur leur pays. Un homme nouveau a pris les choses en main. Pas nouveau parce qu'il est un homme qui tombe du ciel, nouveau parce qu'en fait, il y a un nouveau personnage qui assume une nouvelle fonction au niveau de l'État du Cameroun. Et pour l'immortaliser, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le soin non seulement de le rapporter, mais aussi musicalement parlant, cela a été clairement indiqué. C'est pour ça que je vais vous inviter, très chers congressistes, à écouter cette petite balade musicale qui a été calée par le DJ, à l'effet de vous replonger dans l'euphorie artistique qui a notamment travaillé le pays en ce moment précis. DJ, si tu as calé, tu envoies, je t'en prie. Non, DJ, pause. C'est pas le bon DJ. L'autre, s'il te plaît. Ça, c'est les aléas du direct. DJ, envoie l'autre, s'il te plaît. DJ, il va aller vite en besogne. Envoie l'autre, s'il te plaît. Volume, merci DJ. C'est la rigueur. Camerounais, ayo Banasega, Camerounais, ayo Yewosega, Camerounais, Camerounais, Bosobi, Sendonae, Ditobe, Simoe. Ayo Yewosega, Ditoni Moe, ayo Banasega, Ditoni Polmia, ayo Banasega, Lamea Moe, Camerounais, Molaki, Sane Moe, Dimegele, Dinamie. Ayo Yewosega, Ditoni Moe, ayo Banasega, Ditoni Polmia, ayo Banasega, Lamea Moe, Camerounais, Molaki, Sane Moe, Mule Matofoko. Riga. DJ, merci. Voilà. Très chers congressistes, ceux qui ont vécu peuvent se souvenir de ce morceau
Je ne sais pas si quelqu'un peut rapidement nous dire qui est l'auteur de cette composition musicale. Je n'ai pas suivi. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont vécu ce moment. Donc c'est le musicien Gale Jojo qui a voulu immortaliser ce moment par cette composition particulièrement agréable qui a effectivement bercé la décennie 82-92. Très chers congressistes, lorsque le président Ahidjo démissionne et que son successeur prend le pouvoir, les propos de ces deux personnes l'un envers l'autre sont des propos essentiellement élogieux. Et les discours qu'ils ont prononcés respectivement sont là pour le témoigner. On avait donc la conviction pour les Camerounais en grande partie qu'on allait vers ce que j'appelais un idylle politique, c'est-à-dire deux personnes qui s'aiment particulièrement et qui sont disposées à travailler ensemble. Sauf qu'en politique, parfois, les idylles les plus amoureux se transforment en autre chose. Ainsi, très chers congressistes, il y a donc commencé à se développer auprès du président Ahidjo une étrange conception de la primauté entre l'État et le parti. Notamment, lorsque la question lui a été posée, Ahidjo répondra, nous sommes ici en 83. Il répond, alors qu'il a interrogé sur l'existence éventuelle d'un bicéphalisme dans l'État du Cameroun, il insistait lourdement sur la confiance qu'il mettait en M. Biya, dans laquelle il voyait apparemment la seule source de légitimité de son pouvoir. Surtout, il retorquait benoîtement, je demeure naturellement président national de l'UNC. Il n'y a cependant pas de dualisme ou bicéphalisme dans l'exercice du pouvoir. Le parti et le gouvernement ont chacun un domaine de responsabilité bien défini et distinct. Le parti définit les orientations de la politique nationale. Le gouvernement applique celle-ci compte tenu de nos possibilités et des aménagements qu'appellent les réalités concrètes et les circonstances. Si chacun joue son rôle loyalement dans le cadre de la collaboration qu'implique notre régime de démocratie gouvernante, il ne saurait y avoir d'équivoque. Voilà donc un président qui indique le parti définit, le gouvernement applique. Il va renchérir en disant les malentendus proviendraient du fait que certains souhaiteraient ne plus me voir à Yaoundé. Il faut cependant qu'ils s'accommodent de ma présence et se résignent à me voir. En effet, en tant qu'ancien président de la République, j'ai droit à un logement et à des bureaux à Yaoundé, où, en outre, je continuerai à présider au siège de l'UNC les réunions des instances supérieures du parti à chaque fois que ce sera nécessaire. Je suis, pour ma part, vacciné et immunisé depuis longtemps contre les calomnies. Je crois également que le président Biya est suffisamment intelligent pour éviter de tels pièges grossiers. Donc, on a dans un président Ahidjo qui développe désormais une primauté du parti unique sur l'État du Cameroun. Une situation qui est assez nouvelle, parce qu'on peut se souvenir qu'en 1962 déjà, au congrès de Bolova, le président Ahidjo avait indiqué clairement que l'État primait sur le parti. Désormais qu'il n'est plus président, il inverse, c'est-à-dire il conteste au président Paul Biya ce dont il a bénéficié pendant tout son magistère présidentiel. Et évidemment, cela va commencer à énerver le président Paul Biya, qui commencera à ronger ses freins, parce qu'il constatait manifestement que son illustre prédécesseur, comme il l'appelait si bien, devenait de plus en plus gênant, pour ne pas dire agaçant. Le malaise s'installait donc entre les deux hommes, et ce malaise va continuer à s'exprimer parfois sous forme de querelle de préséance entre le président du parti et le président de la République. De remaniements ministériels, de petites phrases prononcées à des moments spécifiques. Le conflit désormais flagrant va s'accentuer et s'envenimer, atteignant son point de non-conciliation lorsque M. Ahidjo parvint à s'assurer du contrôle des investitures des candidats aux élections législatives de mai 1983. Nous étions en novembre, ils ont passé le pouvoir, nous sommes en mai, ça commence à avoir de l'eau dans le gaz. Énardi par la ressource de manœuvres politiciennes, M. Ahidjo eut la malice de tenter un coup de force. Il a entrepris de faire voter une loi institutionnalisant le parti unique dont il était le président de séance. Le président Paul Biya a réussi à déjouer cette manœuvre malicieuse en procédant à un remaniement ministériel brutal et inopiné le 18 juin 1983. Le dit remaniement expulsait sans consultation ni information préalable avec le président national de l'UNC, du gouvernement, certains barons de l'ancien régime, nommément les ministres Victor Aïssi Mvondo, Sadou Daoudou et Samuel Ebois. Ce qui déboucha sur les événements de la nuit du 18 au 19 juin 1983, nuit de veille de l'arrivée au Cameroun du président français François Mitterrand, qui avait été invité en arbitrage. Cette nuit-là, il y eut des affrontements et des mouvements de troupes militaires. Le camp du président Paul Biya en sortit victorieux et renforcé. Désormais, le président national de l'UNC avait franchi la ligne rouge. Il n'était pas prêt à la prochaine manœuvre politicienne du camp d'en face, le camp du président Paul Biya notamment.
Le président national de l'UNC venait de perdre une bataille décisive face au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya déjà à l'époque. Ainsi donc, très chers congressistes, le 22 août 1983, le président Paul Biya révèle dans un message radio adressé à toute la nation la découverte d'un complot contre l'État. Selon ses dires, les services nationaux de sécurité ont appréhendé les individus dont la mission était de porter atteinte à la sécurité de la République. Il indique que ces individus sont passés aux aveux complets et que des sanctions appropriées seront prises contre ces derniers conformément à la loi pour leurs actions criminelles désormais réputées avouées. Le président Paul Biya, fort de ses prérogatives constitutionnelles, va alors prendre des mesures fortes en vue, selon lui, de sauvegarder la sécurité nationale. Parmi ces mesures, il va notamment se passer un remaniement ministériel et M. Ayan Luc, un nom que vous se souvenez certainement, qui a été président du Conseil économique et social pendant une dizaine, vingtaine, trentaine. En tout cas, je suppose que le président Paul Biya était encore reconnaissant pour l'avoir aidé à ce moment précis. Parce qu'apparemment, la reconnaissance avec son ADN. Ayan Luc est donc nommé Premier ministre par intérim, cumulativement avec ses fonctions de ministre de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale. M. André Tsungui est nommé ministre des Forces armées. M. Sadou Ayatou est nommé ministre de l'Agriculture. Un état-major des armées est créé avec à sa tête le général de division Pierre Semengue, un nom célèbre dans notre pays pour avoir assumé cette fonction pendant un temps assez long aussi. Une des mesures fortes sera la création de nouvelles provinces, de nouveaux départements et nouveaux arrondissements. C'est à cette occasion donc, que le président pourra procéder à la dislocation de la région du Nord, qui deviendra désormais 3 régions, l'extrême Nord, le Nord et la Damawa. C'est fort de cette réalité-là qu'on aime bien dire que la région de l'extrême Nord est la fille aînée du renouveau. Parce qu'en créant cette région-là, le président Paul Biya avait réussi à fragmenter le contrôle politique que le président Aïdjo, à l'époque, laissait la région du Nord comme étant son bastion, son fief, supposément imprenable. Mais il a vu qu'en fait, c'était prenable en fait. Et il s'est aussi créé la région du centre et du sud, notamment en dislocation de l'ancienne province centre-sud. Il convient de relever que la situation sur l'authenticité et la véracité des faits révélés aura été alimentée pendant un temps long. Elle a d'ailleurs été dopée par les propos du ministre de M. Jean Fauchivé, qui dans son livre Révélation déclare, et je le cite, « Après l'échec du grossier montage du mois d'août 83, il voulait Aïdjo mort, parce qu'il avait encore beaucoup d'hommes à lui au sein du gouvernement, surtout ceux originaires du Nord. Il fallait trouver un moyen pour l'éliminer politiquement et physiquement, et affaiblir les hommes politiques du Nord. Tout ce programme n'était pas facile à exécuter, d'autant moins que l'année que l'armée camerounaise, surtout la garde républicaine, était entre leurs mains. La fonction publique aussi regorgeait des jeunes administrateurs civils de la même province qui occupaient d'importants postes de commandement. Il fallait à tout prix déraciner tout ce que les nordistes avaient planté pendant 30 ans de pouvoir. Et donc, au prétexte, pour le président Paul Biya, c'était avéré, mais pour le camp d'en face, c'était un complot monté de toutes pièces de cette arrestation des personnes qui ont avoué, le président avec donc l'intention de reprendre la main sur l'appareil d'État. Parce que 30 ans de pouvoir, ça laisse des marques, ça laisse des repères. Il fallait à tout prix créer les conditions pour progressivement démanteler ce que le président Aïdjo avait créé. Et donc, pour les sceptiques, parce qu'Aïdjo avait encore des gens qui étaient acquis, ils étaient sceptiques quant à cette intention du président, cet aveu du président pour faire un coup d'État avec des personnes interpellées. Ils étaient sceptiques, et pour eux, ils disent que ce qui a été rapporté par le président n'était qu'un grossier montage, en dépit du fait qu'il y ait des personnes qui étaient interpellées, notamment le commandant de gendarmerie, M. Ibrahim Oumarou, qui était directeur de l'intendance du palais présidentiel, et le capitaine Salatou, aide du camp du président Aïdjo. En l'absence du président national de l'UNC, le président Aïdjo, qui est déjà hors du pays, en déplacement dans l'Hexagone et forcé à la démission, le président fut élu président national de l'UNC, le parti unique à l'époque. Évidemment, Aïdjo ne pouvait pas se présenter parce qu'il était déjà accusé d'avoir comploté contre la sécurité de l'État. Comment donc un présumé coupable pourrait candidater à la présidence du parti unique? C'était moralement inacceptable. Il a été forcé à la démission. Et le président sera donc élu président de l'UNC en 1983, septembre 1983, lors d'un congrès que le parti a été convoqué de manière extraordinaire. Par son élection à la présidence de l'UNC, le président Paul Biya venait d'affaiblir sérieusement son illustre prédécesseur. Il avait ainsi ajouté à la légitimité républicaine l'exclusivité du leadership partisan au sein du parti unique. Sa démarche politique pouvait ainsi s'affermir davantage, car désormais, il marchait sur 2 pieds. Le pied de la légalité républicaine
l'égalité présidentielle de type républicaine et le pied de la légitimité politique de type partisane. Fort de ce rapport de force politique et politicien qui se consolide à son avantage, le président Paul Biya décida d'anticiper l'élection présidentielle prévue pour 85. Il l'a ramené à 84, notamment en janvier 84. Il convoqua dans le corps électoral pour se faire élire président de la République et fort heureusement, il fut élu. Parce qu'à l'époque, le parti unique, dès que tu réussis à avoir l'investiture, tu es quasi assuré d'avoir la victoire électorale lors de l'élection qui sera convoquée. Et dans cette élection, le président venait de convertir en suffrage valablement exprimé en sa faveur les chaleureux accueils dont la population lui avait fait montre lorsqu'il fait sa tournée nationale en 1983. Il venait d'acquérir la légitimité électoraliste. Celle-ci avait, pour ainsi le dire, rempli à ras-bord sa coupe de légitimité. Si la coupe de légitimité du président de la République était pleine à ras-bord, celle de l'ex-président de la République était désormais vide de tout contenu de légitimité, alors qu'il était en attente de son procès pour son implication présumée dans le complot pour atteinte à la sécurité de la République, un procès qui aura lieu en février 1984. Alors donc la nation attendait le procès, le président Paul Biya, nanti de sa légitimité électoraliste et populaire, procéda par décret le 21 janvier 1984 au passage de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun. Un acte qui, à lui seul, symbolisait, pour le président Paul Biya en l'occurrence, le parachèvement du processus de réunification à la grande insatisfaction d'une frange de l'élite politique de ces deux régions qui, pour l'heure, rongeaient encore leurs freins. Au terme de ce procès qui livra son épilogue, février 1984, les condamnations furent prononcées à l'encontre des mises en cause. L'ex-président Ahidjo et ses deux co-accusés sont condamnés à la peine capitale par fusillade sur la place publique. Le dit procès s'était tenu en l'absence du président Ahidjo, qui était hors du pays et donc qui fut condamné par contumace. En cette fin du mois de février 1984, l'atmosphère politique dans le pays est morose et la suspicion règne en maîtresse. Elle semble corroborer les déclarations du condamné Ahidjo qui accuse le successeur d'avoir instauré un régime policier de terreur généralisé. Il est quand même important de s'arrêter un instant pour voir désormais que c'est Ahidjo qui accuse son successeur d'avoir créé un régime policier de terreur. Lui qui, pendant son magistère, avait réussi à, on le dira de manière simple, à faire les Camerounais parler moins. Parce que sur Ahidjo, quand tu parlais beaucoup, il y avait un mot en S qu'on convoquait. Tu te souviens du mot là encore ici là? La subversion. Dès que tu fais un mot, on dit subversion, c'est terminé pour toi. Tu prends une direction compliquée. Et donc, c'est Ahidjo maintenant qui se retrouve à accuser son successeur d'avoir créé un état policier de terreur. Ça, c'est vraiment l'ironie du sort. Ça arrive parfois dans la vie. Fort heureusement, la Coupe d'Afrique des Nations débute le 4 mars 1984. Elle contribuera évidemment à la décrispation de l'atmosphère politique. Populations qui sont, dans une proportion considérable, tombées amoureuses de ce sport à la faveur de l'épopée du Mondial 82. C'est alors que la compétition bat son plein. L'équipe nationale réussit des performances admirables que le président Paul Biya décidera d'accorder la grâce présidentielle aux condamnés du verdict du 28 février en commutant leur peine en détention. Désormais, le président Ahidjo n'était plus condamné à mort, mais en détention, en prison. De performance en performance, l'équipe nationale se qualifiera pour la finale. Une finale qu'elle remportera le 18 mars 1984 en battant l'équipe voisine Nigeria par 3-1 en terre ivoirienne et en présence du président de l'époque de la Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Le Cameroun venait ainsi de remporter la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire. Une joie populaire s'empara des populations et le régime ne se fit pas prier pour en tirer tous les bénéfices. Lui qui était toujours en quête d'un événement pour optimiser son approbation populaire. Alors que l'esprit euphorique de mars 1984 était encore prégnant dans la nation, le 6 avril 1984, le président Paul Biya décide de dissoudre la garde républicaine, une unité de 1500 hommes composée largement de musulmans du Nord, et d'intégrer ses membres à différentes unités de l'armée. Il procéda ensuite au renvoi des militaires nordistes haut placés. Ce geste provoqua le soulèvement de 700 membres de la garde républicaine le 7 avril. Et donc, l'état d'urgence est proclamé pour 6 mois à Yaoundé et ses environs. Les supporters d'Ahidjo qui appuient ce coup contrôlent une station de radio, un dépôt de munitions et l'aéroport sans résistance. Mais le président Paul Biya va leur échapper en s'appuyant sur les éléments loyaux de l'armée. Après 3 jours de combat acharnés, la révolte est manifestement écrasée. Le gouvernement du Cameroun annoncera qu'il a fait 71 morts, alors que d'autres parlent de près de 500 morts. Alors que la tentative de push était en cours, sur les ondes de la radio française RMC, interrogé sur la situation de son pays, le président Ahidjo a fait une déclaration qui sera compliquée. Il dira, et je le cite, « Si ce sont mes partisans, ils auront le déçu ». Voilà donc un président qui est en exil en France et qui est interrogé sur la situation de son pays. Il dit, « Si ce sont mes partisans,
ils auront le dessus. Cette déclaration, prise comme telle, et lorsqu'on convoque la mémoire de leur rapport antérieur, était interprétée par ceux qui étaient du président Paul Biya comme étant un aveu de culpabilité. Et donc, le président Ahidjo se retrouvera donc encore, une fois de plus encore, dans une situation complexe. Un nouveau procès sera encore intenté et il sera une fois de plus encore condamné. Le président Paul Biya, après avoir repris les rênes du pouvoir, ordonne donc une enquête sur les événements devant la gravité des faits. La justice militaire prend le relais. C'est ainsi que le tribunal militaire, entre le 27 et le 30 avril, condamne 35 accusés à la peine de mort. Ces derniers seront exécutés quelques jours plus tard en Balmayo. Le récidiviste et incorrigible Amadou Ahidjo, depuis son exil français, est encore accusé d'être le cerveau de l'opération et est ainsi condamné à mort par contumace. Ce sera également le cas de quelqu'un dont le nom a souvent été évoqué comme président dans les coups foireux, Guérandi Bara, qui fera donc l'objet d'une chasse à l'homme jusqu'à son décès dans les conditions que peu de personnes peuvent clairement élucider jusqu'à ce jour. Dans la partie des jeux d'échecs en cours entre le président et le président Paul Biya, le président venait de prononcer la fameuse phrase « échec et mat ». La partie était finie pour Ahidjo, qui était alors contraint de constater sa défaite, l'assumer avec honneur ou crier à l'injustice. Manifestement, il opta pour la seconde, c'est-à-dire crier à l'injustice. Il va sans dire que la personne et la personnalité du président Paul Biya avaient été sujettes à une métamorphose inédite. En intervalle de 2 années à peine, il était passé d'un chaton administratif loyal à un tigre politique impitoyable. C'est tout comme s'était inscrit à des coups accélérés de machiavélisme politique et en était sorti major de promotion. Bien malin. Celui qui peut expliquer les ressorts profonds de cette métamorphose, qui, somme toute, aura évité dans notre pays de basculer dans l'incertitude d'un coup d'État. L'un des axes pertinents de cette réponse se trouve dans l'une des lois du pouvoir en néocolonie, car, en contexte néocolonial, le pouvoir d'État obéit à la loi du tout ou rien en interne. Le multicéphalisme est source d'instabilité politique et étatique et incompatible avec les contraintes de la réalité néocoloniale. On peut s'arrêter un instant pour constater en fait que dans le contexte néocolonial, il est difficile de pouvoir avoir un pouvoir qui a plusieurs têtes. Parce que quand il y a plusieurs têtes, généralement les têtes vont s'affronter et rendre le pays instable et le livrer à des manœuvres complexes de l'Occident qui se retrouvent en situation d'arbitrer les contradictions en question. Et donc, il faut nécessairement que celui qui est au pouvoir ait tout le pouvoir et non une partie du pouvoir. C'est ce qui peut expliquer notamment la guerre qui a eu lieu entre le président Ahidjo et le président Paul Biya et qui a basculé en dernière instance à la faveur du président Paul Biya, qui a donc ainsi assis son pouvoir davantage sur le territoire camerounais. En devenant président national de l'UNC, le président de la République avait pris les commandes d'un appareil politique certes performant, mais traversé par les lignes de fracture visibles entre les hommes d'Ahidjo et les hommes autoproclamés du renouveau. Tout se présentait comme si le parti, en l'état, était imperméable et réfractaire aux idéaux du renouveau. Le Congrès en 1985, la classe politique était en effervescence. Les ambitions parfois prétentieuses et présomptueuses des aspirants courtisans se heurtaient au mur de la détermination et de l'expérience des caciques et barons du régime du président Ahidjo. En effet, sous les eaux dormantes du régime, qui les avait tous conféré cette façade trompeuse d'immobilisme, se dessinait une confrontation entre les partisans d'une continuité parée des atouts de changement et ceux d'un renouvellement résolu, aussi bien dans les méthodes que dans le personnel politique. Se faisant écho de déclarations ministérielles clairement divergentes, la presse trahit quelques indices de cet affrontement. On ne saurait mettre du vin nouveau dans les vieilles outres sans courir le risque de les perdre, affirma M. Ngango, qui le faisait ainsi parce qu'il lorgnait sa nomination au poste au secrétariat politique du parti. M. Labaran, quant à lui, disait « Une volonté affirmée de changement, doublée de détermination, attend désormais la nation camerounaise. » Il disait que la vérité, c'est que la démocratie n'ont pas toujours été les préoccupations premières dans l'UNC à l'époque. De son côté, M. Senghor Kouo avait estimé que les hommes du renouveau ne sont pas nécessairement les hommes nouveaux. Qui comprend ça bien? Il dit les hommes du renouveau ne sont pas nécessairement les hommes nouveaux. C'est-à-dire, c'est un cacique qui estime qu'en dépit du fait qu'il est servi à Yopan autant de temps, il est encore compétent pour accompagner bien dans le renouveau que le président Biya annonce au Camerounais. Plusieurs membres du bureau politique renchérirent. Jeunesse n'est pas un critère d'excellence.
Ça, c'est ce que les caciques continuent à dire. Parce qu'on avait un bal des courtisans qui étaient présents dans le pays, et ceux qui aspiraient à se voir porter fonction par le président Paul Biya devaient rivaliser, n'est-ce pas, d'ingéniosité pour le convaincre de les nommer aux fonctions nouvelles, et ceux qui étaient en présence devaient le convaincre aussi de les maintenir en fonction présente. Et donc, on a donc un ministre comme Belamba Mbappé qui lui va déclarer ceci, je le cite: le président national ne s'est pas prononcé pour la révolution dans le pays. Il s'est plutôt prononcé pour la continuité. Ça veut dire qu'il assume la responsabilité du régime antérieur en ce qui est positif. C'est donc dans ce contexte particulièrement bouillant que le 24 mars 1985, le congrès extraordinaire de l'UNC a lieu dans la ville de Bamenda, région du Nord-Ouest. L'enfantement du RDPC par sa mère, l'UNC, fut un accouchement difficile. Et la maman ne survécut pas. Elle fut obligée de donner à son fils ce qu'elle avait de meilleur en discriminant au passage ce qu'elle avait de pire. L'Union nationale camerounaise venait de donner naissance au Rassemblement démocratique du peuple camerounais tel que consigné par l'article 1 de ses statuts. On le sait tous, la fameuse phrase. L'UNC est devenue... C'est l'article 1er du parti au pouvoir. On doit le savoir. L'UNC devient le RDPC. Un instrument politique, fruit de la conscience politique du président Paul Biya, qui était désormais le président fondateur et seul maître à bord. Par ailleurs, le président Paul Biya indiquait ainsi avec clarté, dans la part de l'administration de son parti, son intention d'encourager la démocratisation au sein de son appareil politique. Dans son discours de politique générale, notamment, il déclara, et je le cite, « Il n'est plus nécessaire pour exprimer ses opinions de prendre le maquis, vivre en exil ou de quitter sa famille. » Cette seule phrase illustrait la volonté de rassembler les Camerounais profondément divisés par les tumultes politiques et politiciennes des 2 années passées, notamment 82-83. L'ancien séminariste devenu président de la République, qui avait échappé à 2 tentatives de coup d'État, se considère désormais comme un miraculé. À présent que son ennemi politique était neutralisé, il se souvint qu'était venu le moment de l'expression de sa gratitude et connaissance envers l'auteur divin de ces miracles. Quoi de mieux pour le réaliser que d'inviter en terre camerounaise celui qui est le souverain pontife, le gardien du dépôt sacré, sa sainteté Jean-Paul II. C'est ainsi que celui-ci foula le sol camerounais le 10 août 1985. Depuis l'aéroport de Yaoundé-Simalène, il tint un propos explicite sur son cahier de charge. Il déclara précisément, et je vais le citer, « Dieu soit loué. Ma joie est grande et mon émotion profonde de pouvoir accomplir au Cameroun la visite que je désirais faire depuis longtemps et que ce pays méritait. Monsieur le Président, je me tourne d'abord vers vous pour vous remercier des nobles paroles que vous avez adressées à ma personne. Vos propos manifestent le sens élevé que vous portez à votre charge comme président de la République des Camerounais et aussi la considération profonde que vous avez pour l'Église catholique qui est familière et pour le Saint-Siège dont vous soulignez bien la mission spirituelle et l'action en faveur de la paix dans le monde. En venant chez vous, je réponds à une invitation exprimée depuis longtemps par vous-même, Monsieur le Président, ainsi que par les évêques de ce pays. Le Cameroun n'est-il pas une Afrique en miniature, creusée de nombreuses ethnies aux riches traditions, carrefour de toutes les religions majeures du continent africain, à la croisée du monde francophone et anglophone, avec une expansion démographique remarquable, une jeunesse très nombreuse. On a parlé de ce pays comme d'un îlot de paix. De fait, Dieu merci, le Cameroun connaît aujourd'hui la paix. Et il manifeste une volonté tenace de développer toutes ses potentialités, dans un climat qui harmonise le respect des groupes, la justice sociale et l'union nationale, en faisant appel à la coopération active et loyale de tous les citoyens et aux valeurs morales et spirituelles que toute conscience peut apprécier. Vous êtes conscient des grands défis à relever, notamment sur le plan économique et culturel. Nous partageons les espoirs de votre nation en pleine croissance. Je forme personnellement les meilleurs vœux pour son développement harmonieux et pleinement humain, et j'exprime ma sympathie à tous les citoyens camerounais, puisque presque tous honorent Dieu, selon la foi chrétienne ou selon l'islam ou selon les religions traditionnelles. Ce sentiment religieux, croyez-le bien, est apprécié par celui qui vient à vous comme chef spirituel, successeur de l'apôtre Pierre, désigné par le Seigneur Jésus comme pasteur de l'Église de Dieu. On a donc le président Paul Biya qui, en 1985, invite au Cameroun le pape Jean-Paul II. On suppose que c'est pour exorciser les démons du coup d'État de 1984, parce qu'on suppose qu'il était encore présent, il fallait bien les chasser. Et qui avait la compétence pour le faire? Assurément le pape Jean-Paul II, qui, dans son propos, une fois qu'il a foulé le sol camerounais, a clairement indiqué son cahier de charge. En bénissant le Cameroun, le souverain pontife avait tout autant béni le régime
de son fidèle catholique qui devait en tirer tous les bénéfices spirituels et politiques. Il n'est pas nécessaire de rappeler que la dite bénédiction avait été précédée par l'expulsion des démons du régime précédent. Le souverain pontife, appelé en renfort par son ancien séminariste, venait de procéder à l'immunisation religieuse et éventuellement spirituelle de son régime contre les démons de la division et des coups d'État. Cette année 85 s'achève donc dans une atmosphère de sérénité pour le chef de l'État, une sérénité qui souhaite partager avec son peuple camerounais sans grand succès, hélas. Depuis le début de l'année 86, précisément en ce mois de mars, la scène politique nationale vient de connaître l'épilogue de la dynamique de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC. Le mode de scrutin est uninominal, majoritaire et secret. Les candidatures multiples. Le RDPC vient de traduire dans les faits son ambition de démocratisation au sein du parti. Il porte désormais assez bien son nom. Les résultats sont cohérents, un taux global de changement de 71%. Et donc, il s'est posé cette année au sein du RDPC la première élection pour changer les organes de base du parti. Et comme le président l'avait indiqué dans son propos en 1985, il y a eu un renouvellement majeur des cadres de ce parti, de l'ordre de 71%, ce qui indiquait clairement la volonté du président Paul Biya d'insuffler un vent nouveau dans le RDPC, un changement comme il aime bien le dire. Parallèlement, le regard et l'attention des Camerounais est braqué sur le pays des pharaons, car l'équipe nationale y dispute la Coupe d'Afrique des Nations. Le miraculé président Paul Biya croit en sa bonne étoile. Quoi de mieux qu'une performance de l'équipe nationale pour le confirmer dans les faits, encore que le Cameroun est détenteur du titre. Champion d'Afrique en 1984, il doit défendre son titre et possède une équipe très compétitive pour le faire. Hélas, l'équipe nationale ne réussira pas l'exploit du doublé car elle sera battue en finale par l'équipe égyptienne. Elle devra alors se contenter de la médaille d'argent, un métal qui est souvent le présage d'événements douloureux. Ainsi, à la douleur de la finale perdue, une autre douleur bien plus atroce viendra s'imposer, car en effet, le 21 août 1986, dans la région anglophone du Nord-Ouest, vient de se produire ce que l'histoire a désigné comme étant la catastrophe du lac Nyos, une éruption limnique qui a provoqué la mort de 1746 personnes et de près de 3000 animaux d'élevage. La dite éruption a déclenché la libération soudaine de près de 100 000 à 300 000 tonnes de dioxyde de carbone. Le nuage s'est élevé dans les airs en altitude avant de retomber pour asphyxier dans leur sommeil un nombre important de Camerounais qui sont morts sans crier douleur. Pour les Camerounais, dans une proportion importante, l'explication scientifique de cette catastrophe n'est pas admise. Ils sont plutôt dans les superstitions, comme quoi, probablement, le pape qui est venu en 85 a laissé des choses compliquées qui ont provoqué en 86 la mort des milliers de Camerounais. En 87, le président Paul Biya est désormais confortablement assis au pouvoir. Il a réussi, il n'est plus hanté par les démons de l'aïdiolisme et a retrouvé le sommeil. Il peut donc s'évertuer à peaufiner et affiner sa pensée politique. Une pensée qui devait évidemment s'affranchir de la tutelle d'idéologie du président Ahidjo. Il pouvait ainsi son libre programme pour le libéralisme communautaire qu'il définit comme désormais une proposition englobante d'une voie spécifiquement camerounaise du développement et de la transformation en profondeur des principes de l'institution politique en vue d'instaurer un cadre de vie plus épanouissant pour l'homme. Dès lors, les partisans et les courtisans du renouveau possèdent un document idéologique pour justifier la consistance et la pertinence idéologique de leur leader, le président Paul Biya. On se termine donc avec l'élection municipale et on aura pour la première fois des listes plurielles. On aura donc 296 listes et 196 communes, ce qui indique clairement qu'il y a eu des communes où il y avait plusieurs listes. Et donc, la campagne démocratique a commencé à s'imposer dans notre cher et beau pays, le Cameroun. En début de l'année 88, les populations camerounaises sont toutes ou presque devant leur poste de télévision pour les uns et les oreilles collées à leur poste de radio pour les autres. Car, dans le royaume chérifien du Maroc, l'équipe nationale du Cameroun est bien déterminée à leur faire oublier la défaite de la finale de 86. Pour la troisième fois consécutive, le Cameroun se retrouve dans le dernier carré. Il se qualifiera pour la finale et il décrochera son deuxième titre de champion d'Afrique, une fois encore en battant le Nigeria, 1-0. Une joie populaire et nationale se répandit alors dans toute la nation qui commençait déjà à ressentir dans sa chair la détérioration des termes de l'échange et les signes avant-coureurs de la crise économique à venir. C'est dans ce contexte que se tinrent les élections générales. En effet, en 24 avril, le corps électoral national était convoqué à l'effet d'élire simultanément le président de la République du Cameroun et les députés devant l'Assemblée nationale. Sans surprise, comme cela est coutumier dans le système politique à parti unique, le RDPC réussit à s'arroger la totalité des sièges et le président Paul Biya venait de se faire élire pour la deuxième fois. Cette victoire du président Paul Biya avait été interprétée par ses caciques comme étant l'approbation populaire de son livre programme pour le libéralisme communautaire.
Si donc le président peut se réjouir de la victoire électorale, il a en revanche toutes les raisons pour être inquiet quant à l'avenir du pays, dont les effets de la crise commencent à devenir difficilement dissimulables par l'ampleur du malaise social qui afflige les Camerounais. Il convient de rappeler que dans le siège des rumeurs d'entrée du Fonds monétaire international, qui était diffusé dès 1985, il avait pris le soin de répondre dans le journal Cameroun Tribune, paru le 22 mars 1986, en indiquant de façon péremptoire « Le Cameroun n'ira pas au FMI ». Parole du président, qui comptait évidemment sur les compétences économiques particulières de ses collaborateurs pour l'éviter de s'y rendre. Par souci de cohérence, donc, le président Paul Biya, le 20 juin 1987, va annoncer une série de mesures pour réduire le train de vie de l'État. Tel fut le point de départ de l'ajustement structurel. Hélas, le président Paul Biya fut contraint de se dédire et dut donc ravaler ses propos volontaristes pour adopter une attitude pragmatique en se laissant happer dans les fourches coordination du système de Bretton Woods qui lui fit payer au prix fort l'audace de sa déclaration. Comme de nombreux pays africains, le Cameroun est lui aussi entré dans une ère d'ajustement sous la main directive et le regard dissuasif de l'action de Bretton Woods. Un arrêt du statut de cette crise s'impose, très chers congressistes. Il faut remarquer, très chers congressistes, que c'est probablement à la faveur de cette crise que le président Paul Biya va se rendre compte de manière plus pertinente encore de ce qu'il appelle assez couramment l'iniquité des termes de l'échange. Une expression dont il a depuis fait usage à des fois plurielles pour expliquer la situation concrète de son pays, parce qu'il s'est rendu compte qu'au niveau international, le système est particulièrement inique, pour ne pas dire injuste, dans la mesure où ceux qui sont en compétence pour fixer les prix des matières premières ont un monopole particulier et ceux qui les produisent, malheureusement, n'ont pas compétence pour définir les prix en question. Et les prix sont fixés selon des critères qui ne tiennent pas en considération généralement la situation concrète des pays qui sont les pays producteurs. Et il peut donc arriver qu'entre 2 années consécutives, le prix d'une matière X se voit réduit de 30, de 20, 40%, avec les incidences que cela peut avoir sur le pays concerné. Et donc, pour le cas du Cameroun, la crise économique qui secoue le Cameroun est liée en grande partie au contexte international peu favorable, notamment à cause de la diminution du prix d'achat du pétrole et la perte de la valeur de 40% du dollar. Les produits pétroliers qui représentaient plus de 55% de l'exportation entre la période de sa découverte et début de l'année 1985 chutèrent drastiquement dès l'année 1987, oscillant sensiblement autour de 40%. L'économie du Cameroun d'alors était fortement dépendante de sa manne pétrolière qui jusqu'à là lui avait fait manque de générosité budgétaire. Les planificateurs de l'État du Cameroun semblaient avoir oublié une sagesse populaire qui dit souvent « il ne faut jamais mettre tout dans le même panier », car le faire, c'est prendre le risque d'un suicide en sursis. Dans le cadre de cette crise, la dette camerounaise s'accrut considérablement et les charges administratives augmentèrent significativement, car, en l'absence d'entreprises capables de traiter le pétrole, le pays devait envoyer son pétrole à l'extérieur pour acheter le pétrole raffiné ensuite. En outre, il est important de souligner qu'avec la crise économique, les prix des principaux produits d'exportation camerounais diminuèrent. Bien que le pays dispose d'un potentiel agricole assez consistant, la faible exploitation de ce potentiel a rendu impossible sa capacité d'atténuation des effets pervers de cette crise sur son économie. En plus, ce contexte international peu favorable, la gestion interne des finances fut également sujette à débat et au cœur du déclenchement de cette paralysie économique. Les autorités étatiques ne prirent pas très au sérieux les signes avant-coureurs de cette crise, puisque les dépenses internes cessaient d'augmenter. Ces derniers pensaient que c'était une crise passagère et que les beaux jours reviendraient rapidement. Que nenni. D'autre part, la situation devient très alarmante, car la plupart des entreprises tombèrent en faillite les unes après les autres, à cause principalement du ralentissement de leur activité et de leur incapacité à soutenir leurs charges de fonctionnement, occasionnant de nombreux licenciements. Toutefois, il convient de relever que l'ajustement structurel au Cameroun s'est d'abord réalisé de manière autonome. Qu'est-ce à dire? Il faut rappeler que dans le cas du Cameroun spécifiquement, le président avait réussi à mettre sur place une politique de prudence financière à travers ce qu'on appelait à l'époque les comptes hors budget. Et donc, quand les recettes étaient générées par la vente à l'extérieur, des comptes étaient créés, l'argent était dissimulé dans ces comptes. Ça permettait que le président Ahidjo puisse avoir des marges de manœuvre en cas de crise. Et donc, cette prudence budgétaire a permis que le président Paul Biya pensait donc que, imitant son prédécesseur, il pourrait, n'est-ce pas, réussir à juguler la crise sans toutefois avoir recours au FMI. Mais malheureusement, pour lui, cela n'a pas été possible, notamment à cause des contraintes liées à l'état du pays, en l'occurrence la régalité néocoloniale du pays, notre pays, le Cameroun. La chute de 65% des termes de l'échange cette année fiscale 85-86 a entraîné une forte baisse des recettes de l'État.
Ceci s'est traduit par l'apparition d'un déficit fiscal et de la balance des paiements courants représentant respectivement 6 et 7% du PIB pour l'année fiscale 87-88. Le gouvernement camerounais applique de sa propre initiative et sans soutien extérieur une politique d'ajustement en 88 en tentant de réduire le déficit fiscal à son déficit externe par la compression de la demande publique et la baisse de 40-60% des investissements publics, qui passèrent donc de 685 milliards de francs CFA en 86-87 à 283 milliards 87-88. Ce n'est seulement qu'en septembre 88 que le Cameroun se résout finalement, contre son gré bien sûr, à signer avec le FMI un accord portant sur 115,9 millions de droits de tirage spéciaux destinés au plan d'ajustement structurel. Accord qui fut complété en juin 89 par un prêt d'ajustement structurel de la Banque mondiale de 45 milliards de francs CFA. Cette automédication n'a pas dû être étrangère aux satisfecits obtenus du FMI et de la Banque mondiale, malgré les dérapages flagrants en matière de discipline fiscale que le Cameroun commençait déjà à faire montre. En septembre 88, le concours du FMI et en novembre 89, avec le prêt d'ajustement structurel accordé par la Banque mondiale, le gouvernement camerounais met en œuvre un plan de stabilisation des finances publiques et de relance et un programme d'ajustement structurel. L'objectif de ces politiques était tout d'abord d'assainir les finances publiques à travers la diminution des dépenses courantes, le déficit d'entreprises publiques et parapubliques et accroître les recettes non pétrolières sans grand succès, hélas. Si le déficit fiscal a été ramené à 4% du PIB en 88-89, il est remonté plus tard à 7,8% du PIB en 89-90. Ce dérapage s'explique par la persistance des faiblesses structurelles de l'assise économique et sociale de notre État camerounais. Assiette fiscale très étroite, dépendance trop grande vis-à-vis de l'évolution des cours de quelques matières premières, hypertrophie de l'appareil d'État et échec de la stratégie de substitution des importations menée par les entreprises publiques et parapubliques, fortement protégées de la concurrence internationale et subventionnées par le gouvernement. Pour couronner le tout, le recouvrement des impôts devint de plus en plus difficile. Ils diminuèrent ainsi de 382 milliards en 86-87 à 345 milliards en 87-88 et à 312 milliards 88-89 et à 304 milliards 89-90. On a donc une courbe décroissante de la capacité de l'État camerounais à mobiliser les recettes fiscales. Dans son livre, paru en 80, intitulé « Monnaie, servitude et liberté », l'économiste camerounais Tunjan Poemi dénonçait déjà le FMI qu'il appelait à l'époque, et je le cite, « fond de misère instantanée ». Un livre certes peu diffusé, mais dont la pertinence économique et financière est incontestable. Il ne faut donc pas être ahuri que le président Paul Biya, camerounais, ait renoncé à s'y rendre volontairement en première option, car il préjugeait de la thérapie de choc qui allait lui être imposée. Président d'un pays qui ne possède pas de monnaie, Paul Biya pouvait-il échapper à cette conspiration financière occidentale? La question qu'on peut se poser. Le Cameroun ne venait-il pas tout simplement d'être rattrapé par les contraintes aliénantes de la situation néocoloniale? Autant de questions qu'on doit se poser, et les réponses ont été apportées en grande partie par ceux qui m'ont précédé, à savoir impossible de pouvoir échapper lorsqu'on n'a pas de monnaie, dans un processus économique, à un piège aussi savamment monté par l'Occident. Finalement, le pays venait de se faire happer dans la spirale labyrinthique des plans d'ajustement structurel, avec comme conséquence sa mise sous tutelle financière et économique. Désormais, les décisions financières d'importance devraient obtenir, avant leur application, l'avis conforme et obligatoire des fonctionnaires du FMI, qui parfois n'étaient pas si brillants que ça en économie. L'année 89 se déroule dans un climat économique et financier caractérisé par l'austérité. Le Cameroun est un grand malade financier qui ne doit sa survie qu'aux perfusions financières contraignantes que lui donne l'institution de Bretton Woods. Dès lors, la précarité économique et financière se répand partout, installant derrière elle un malaise social des populations qui désespèrent de plus en plus de leur pays. C'est ainsi qu'en novembre 89, le mur de Berlin va chuter sous les coups des populations allemandes exigeant la réunification de leur pays. Le retentissement de cette chute sera mondial, en ceci qu'il révélera avec emphase les difficultés économiques et gouvernementales de l'URSS, qui avait initié, sous Gorbatchev, il y a quelques années, sa fameuse détente, plus connue sous le nom de perestroïka, qui était interprétée par les populations soviétiques comme une exigence de démocratisation de l'Union sous fond de nationalisme. Le pronostic vital du Cameroun, le pronostic vital du communisme soviétique était alors engagé. Il reposait désormais sur son lit de mort, victime de la malice et de la perfidie du complotiste et conspirationniste du néolibéralisme atlantiste, qui attendait avec impatience qu'il poussât son dernier soupir. C'est ainsi, très cher congressiste, que le 30 novembre 1989, M. Amadou Ahidjo a rendu son dernier soupir en terre sénégalaise, lui qui n'avait plus le sol camerounais depuis son départ après sa démission.
L'annonce de son décès fut faite en petite une du journal national 3 jours après sa survenue. Sa dépouille jusqu'à ce jour repose en terre sénégalaise. L'année 90 est celle qui va voir dans notre pays à venir ce qu'on appellera démocratie pluraliste. Elle débute donc, elle est marquée par la détermination des hommes politiques africains en général et camerounais en particulier à faire céder le verrou du parti unique. Ils sont convaincus que la chute du mur de Berlin est un signe favorable de l'histoire, annonçant l'imminence du retour du multipartisme au Cameroun. Dès lors, les conversations clandestines vont se multiplier entre ces acteurs politiques au rang desquels l'on retrouve les frustrés du parti unique, les fidèles de l'UPC originel et les aventuriers de tous bords. Pour la frange de l'opposition naissante, l'heure des grandes manœuvres avait sonné. Des manœuvres qualifiées de dispendieuses par le régime qui allait tout de même sonner le clocher de la contestation sociale au Cameroun. Les avocats allaient y jouer un rôle fécondant. La base sociale de la contestation au Cameroun date officiellement du 19 février 1990. C'est à cette date que Maître Yondo Black Mandengue, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, est arrêté à Douala avec 11 autres de ses compagnons, parmi lesquels on peut retrouver, entre autres, M. Anissé Kane, décédé récemment, Albert Moukon, Francis Kouamoutone, Rodolphe Bouanga, Vincent Feko Amani, Madame Badje, Madame Henriette Ekwe, Charles Rédé Ndjoudjose. Ils sont accusés de sédition, subversion et affront contre le chef de l'État. Mais à la vérité des faits, Yondo et ses compagnons sont accusés d'avoir émis des tracts au nom du Comité de coordination pour le multipartisme et la démocratie. En termes clairs, pour le faire simple, on les accuse d'avoir l'intention de créer un parti politique sans l'autorisation de l'administration de l'époque. Cet acte devrait donc sans nul doute émouvoir le peuple camerounais qui contesta des manœuvres de résurrection de la part du gouvernement camerounais. Les accusés seront jugés et condamnés à 3 ans de prison pour Yondo Black, 5 ans pour Anissé Kane et 2 ans pour les autres. Le procès mobilisa d'énormes réactions à la fois en interne et en externe. L'ordre des avocats se mobilisa pour voler au secours de son ancien bâtonnier, et là sans succès notable. L'aspiration déterminée de la démocratie du système politique camerounais, après l'épisode de Yondo Black, allait réémerger, cette fois dans la région du nord-ouest, dans la ville de Bamenda plus précisément, qui est celle qui a vu naître le RDPC. En effet, eu lieu dans cette ville, le 26 mai 90, autant pour moi, une marche historique qui essuya une répression gouvernementale, laissant sur le carreau 6 Camerounais décédés pour avoir exprimé publiquement leur aspiration à la démocratisation du pays. Le sang de ces martyrs de la démocratie féconda et donna naissance au Social Democratic Front, dont le chairman charismatique et historique est ancien libraire John Fundi, un recalé au primaire du SDF 188, cristallisera et incarnera le temps d'une élection présidentielle, celle de 92, l'aspiration populaire au changement. L'épopée de l'équipe nationale du Mondial 90, battant en match d'ouverture l'Argentine, tenant du titre en présence du président Paul Biya dans sa tribune présidentielle et atteignant le stade des quarts de finale, établissant ainsi une performance sur le continent. On a tous en souvenir l'image de cette image, lorsque le président Paul Biya, après la victoire du Cameroun contre l'Argentine, se lève et salue les présidents qui étaient assis à côté de lui à la tribune présidentielle. On comprend très bien que lui qui, en 90, était sérieusement secret dans son pays, il pouvait souffler un peu en voyant la victoire des Lions et en profitant de cette tribune pour jouer quelques jeux diplomatiques à l'effet d'avoir des contacts utiles pour désamorcer la bombe qui est en train d'être amorcée dans son pays, le Cameroun. Le mois de juin 90, quant à lui, sera marqué par ce qu'on appellera le discours de la Baule, prononcé par le président français de l'époque, François Mitterrand, qui, dans un ton paternaliste et infantilisant, s'adressera au président africain pour leur indiquer clairement que désormais, pour pouvoir prétendre accéder à l'aide au développement de la France, ils devront nécessairement, que dis-je, obligatoirement, aller vers la démocratie. Pour ne pas déformer les propos de cet auteur, je vais le citer. Il dirait, je le cite, « Vraiment, je fais appel à votre raison, et je pense que nous nous connaissons assez pour savoir que rien ne sera fait entre nous et en dehors du respect et de la considération que nous devons. S'il y a contestation dans un État particulier, eh bien, que les dirigeants de ces pays en débattent avec leurs citoyens. Lorsque je parle de démocratie, lorsque je trace un chemin, lorsque je dis que c'est la seule façon de parcourir un état d'équilibre au moment où apparaît la nécessité d'une plus grande liberté, j'ai naturellement un schéma tout prêt. Système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, refus de la censure, voilà le schéma dont nous disposons. C'est le président français qui parle. Et quand il le dit, les présidents africains sont dans la salle. Chacun d'entre eux commence à comprendre que désormais,
s'ils veulent avoir quelques francs de la France, qui par ailleurs a le privilège du franc CFA et doit être compétente pour gérer les dispositions financières du pays en question, il comprend très bien que s'il veut continuer à avoir ces facilités-là, ces possibilités-là, il doit nécessairement aller vers la démocratie. Et le président Paul Biya Futé, qu'il a très bien compris que cette affaire-ci finira par avoir lieu au Cameroun. Il faut préciser notamment que dans les pays comme le Bénin, ça avait déjà été le cas. Et donc, le 28 juin au 30 juin 1990, se tint le congrès ordinaire du RDPC, baptisé Congrès de la liberté et de la démocratie. Le président Paul Biya, prenant la parole, déclarera, et je le cite, « Le RDPC doit se préparer désormais à une concurrence éventuelle. » Désormais, nanti de soutien politique mitterrandien, la frange de l'opposition politique avait acquis la certitude que le plafond de verre et la muraille du parti unique présentaient de larges fissures et que leur rôle historique était de maintenir intact au moins ou optimiser au mieux la pression sur le régime qui finira certainement par céder. Ainsi, en novembre, se tient à l'Assemblée nationale Son des libertés qui abrogea la législation d'exception et adopta de nouvelles lois sur les libertés, qui fut promulguée par le président Paul Biya, 19 décembre 1990. Précisément, la loi sur la communication sociale ouvrant la voie à la liberté de presse, abrogant ainsi la censure, et la loi sur la liberté d'association permettant la création de plusieurs partis politiques qui se créèrent dans la foulée, aussitôt, immédiatement. Alors qu'on se cheminait vers la fin de l'année 1990 et que l'opposition se réjouissait du multipartisme restauré, parut dans l'édition 280 du Journal Messager, 27 décembre 1990, une lettre ouverte adressée au président Paul Biya et rédigée par un certain Célestin Monga, avec un titre fort interpellateur, « La démocratie truquée ». Le contenu de la dite lettre jugée outrageant valut à son auteur et à son diffuseur, Pius Ndiaye à l'époque, d'être interpellés avant d'être remis en liberté 48 heures plus tard. Ils seront inculpés de 3 chefs d'accusation peu banals. Outrage au chef de l'État, outrage aux cours et aux tribunaux, outrage aux membres de l'Assemblée nationale. Leur procès projeté pour se tenir en janvier 1991 sera transformé en tribune politique et politicienne. D'ores et déjà, s'était constitué un comité de libération de Célestin Monga et Pius Ndiaye qui a déposé sa déclaration chez le préfet. Et donc le 10 janvier 1991, le procès va s'ouvrir dans une effervescence populaire inédite. Plus de 15 000 personnes voulant assister et prennent une centaine d'avocats pour la défense. 10 janvier 1991, les deux compères seront condamnés à 6 mois de prison avec sursis pendant 3 ans et à 300 000 francs d'amende. Tel est l'épilogue d'une affaire judiciaire qui aura agité fortement la République. Nous sommes curieux, très chers congressistes, et je voudrais ici rapporter à votre mémoire, que je suppose fraîche, la teneur de ce discours, de cette lettre ouverte, signée de la main de Célestin Monga. Pour le faire, je vais inviter le camarade Bénizet Kameni pour qu'il vous donne connaissance de ce document qui, en son temps, a fait l'effet d'une bombe parce qu'elle a véritablement agité la scène politique nationale camerounaise. Je vous en prie, M. Kameni Bénizet. À présent, nous allons suivre la lettre ouverte de M. Célestin Monga à Paul Biya. La démocratie truquée, lettre ouverte à Paul Biya. Célestin Monga. Monsieur le Président, comme beaucoup de Camerounais, j'ai été choqué par le ton outrageusement condescendant, paternaliste et prétentieux que vous avez employé à l'Assemblée nationale le 3 décembre pour vous adresser au peuple. Comment pouvez-vous vous permettre de dire à 11 millions de Camerounais « Je vous ai amené à la démocratie ». Dans ce pays où tous les jours, les droits les plus élémentaires de l'homme sont bafoués, où la majorité des gens n'ont pas de quoi vivre, alors qu'une petite poignée d'arrivistes se partagent impunément les richesses du pays. A failli à exiger et obtenir par le truchement d'une conférence nationale souveraine est déterminé à imposer par la voie électorale tant le régime, englué dans une crise économique et sociale complexe, est devenu impopulaire. Je parle évidemment ici de l'alternance à la tête de l'État du Cameroun. Les slogans rigueur et moralisation ont tout perdu de leur charme politique d'antan, à cause du malaise grandissant. Désormais, les Camerounais sont friands et ont faim de changement, qu'importe le contenu et la personne qui le leur promet. Bon diable. Le bon diable, c'est en 2025, Monsieur le Président. En 92, j'étais du bon côté de l'histoire. C'est après qu'il a traversé la frontière, je crois.
Et donc, en 92, très chers camarades, très chers congressistes, après un double report, finalement, le 1er mars, le corps électoral est convoqué pour élire les députés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Pour déjouer le mot d'ordre de boycott lancé par les partis d'opposition, le président Paul Biya annoncera à la télévision nationale une enveloppe de 500 millions de francs CFA destinée à l'incitation électoraliste participative au bénéfice des partis politiques d'opposition. À la télévision nationale, 500 millions sont déposés sur la table pour quiconque participe aux élections. Vous comprenez très bien qu'à ce moment-là, ce montant-là, il faut être véritablement un opposant sérieux pour le parti que je parle aussi par ma part un peu. Les opposants ont qualifié cet acte du président Paul Biya de corruption à ciel ouvert. 500 millions sur la table pour les partis qui vont participer. Et donc le président Paul Biya a réussi ici, grâce à cette manœuvre-là, à obtenir que certains partis politiques d'opposition participent aux élections en question. Et donc 30 partis vont être en compétition. Le résultat sera le suivant. Le RDP se sortira avec 88 sièges, UNDP 68 sièges, présidé par Bello Bouba. Kodok aura 18 sièges pour l'UPC et le MD aura 4 sièges. Il va se passer quelque chose d'assez intéressant. On constate que le président Paul Biya et son RDPC n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est synonyme de difficulté à faire voter les lois pour faire défendre les intérêts qui sont les siens. Il va donc se passer que le président Paul Biya va chercher à avoir à ses côtés d'autres voix, d'autres sièges de députés pour pouvoir avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Difficilement, il réussira à obtenir l'accord de l'UPC et de l'UNDP. Il va donc se rabattre sur le président d'Akol Dassala qui avait 4 sièges et qui, grâce aux 4 sièges qu'il avait, a permis au RDPC d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer les lois qu'il voudrait. C'est ainsi que donc on va assister à une situation particulière. Autrement dit, le multipartisme venait de porter un coup sérieux au président Paul Biya qui constatait que en situation d'élection plurielle, eh bien, il n'est pas aisé pour lui d'avoir la majorité. Il fallait donc qu'il se prépare mieux pour la présidentielle qui arriverait en 82, en 85 en principe, non, en 93 en principe, mais qu'il va ramener en 92. Et donc en 92, le président Paul Biya a déjà eu une habitude particulière, celle de faire les élections anticipées. Et chaque fois qu'il les fait, il trouvait des prétextes pour les justifier. En 92, il dira que c'est les hommes d'affaires qui lui ont fait savoir que véritablement la situation du pays étant très tendue, il y avait beaucoup d'incertitudes quant aux affaires économiques et donc pour rassurer les investisseurs, il fallait véritablement qu'on fasse les élections le plus tôt possible. Il va donc convoquer les élections et au starting, il y aura plusieurs candidats, notamment le candidat du SDF, mais qui sera porté à l'époque par l'Union pour le changement. Et dans l'Union pour le changement, on retrouvera de grandes figures politiques, en l'occurrence l'UPC Manidem, dirigé à l'époque par M. Do Michel, l'UFDC, dirigé par M. Amenim Biele, le MDP, dirigé par M. Samuel Ebois, et des personnalités fortes, telles que M. Ndé Toumaza, ancien président de One Cameroun et exilé politique à Londres, et les membres de et M. Gaga Aman Adi, ancien ministre démissionnaire du gouvernement du président Paul Biya. C'est donc cette élection-là qui aura lieu en 92 à la présidentielle, notamment le 23 octobre, notamment le 11 octobre, oui, 11 octobre, je crois. Et donc, 12 jours plus tard, notamment le 23 octobre, il va se passer ce que les Camerounais ont appelé la lecture des résultats la plus spectaculaire possible. Et qui aura la charge de la faire? Celui qui vient de nous quitter. Et je voudrais dire paix à son âme, mais un opposant va dire que, mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Je parle ici du président de la Cour suprême à l'époque, M. Alexis Dipandamouele, qui devra déclarer qui est élu président de la République du Cameroun. Alors que tout le monde, il va donc énumérer une liste importante de fraudes avérées, constatées lors des élections en question. Les fraudes, dit-il, sont manifestes. Mais il finira quand même par déclarer président élu, le président Paul Biya avec un score de 39,98% et Fundi deuxième avec 35,97%. Le magistrat Mohamed justifia sa proclamation par un argument particulier. Il dira qu'en l'état de la juridiction camerounaise, il ne disposait d'aucune possibilité juridique pour sanctionner les fraudes constatées. C'est-à-dire, en schéma simple, tu as attrapé un bandit en train de voler dans ta marmite, mais tu dis que bon, comme il n'y a pas la gendarmerie au quartier, tu laisses partir avec la viande qu'il a prise. C'est un schéma simplifié. Hein? Autrement dit, après avoir lu les fraudes qui étaient avérées, tout le monde se serait attendu à ce que le magistrat du Panama Alexis prenne sa responsabilité pour indiquer clairement que
les fraudes rendaient l'élection impertinente, parce qu'en fait, les fraudes ont vocation à truquer les résultats des élections. Mais constater les fraudes et proclamer le vainqueur, c'est un problème sérieux. Mais moi, Alexis l'a fait à cette époque, et grâce à ce qu'il a fait, le président Rubia a été élu président de la République en 1992, aux grandes dames de l'opposition. Et il s'est passé quelque chose de particulier cette année, parce que lorsqu'il a été proclamé vainqueur, assez rapidement, on a vu la France lui envoyer des félicitations. C'est-à-dire, le gouvernement de gauche français de l'époque, dirigé par François Mitterrand, lui a envoyé un ensemble de félicitations pour sa réélection en tant que président de la République du Cameroun, alors que les fraudes avaient été indiquées. Et donc, pour l'opposition, il avait certainement eu une deal entre le gouvernement français de l'époque et le président Paul Biya. C'est pour cela que la France avait notamment accepté ces élections qui étaient entachées manifestement d'irrégularités assez importantes. Alors que l'approbation de cette situation était unanime au Cameroun, relayée par certains gouvernements étrangers, Paul Biya obtint dans les heures qui suivirent les félicitations du gouvernement français qui pourtant se revendiquait idéologiquement de gauche. Pour l'opposition camerounaise, grâce à ces félicitations intensives du gouvernement français, à la fois complice et caution géopolitique du régime, Paul Biya venait de réussir ce qu'ils appelleront le coup d'État électoral. Le très charismatique et populaire président du Social Democratic Front, Ni John Fundi, venait ainsi d'échouer de très peu à imposer par les urnes l'alternance au sommet de l'État. Le président Paul Biya avait réussi à ne pas se laisser emporter par la bourrasque du vent de l'Est au prix d'un cautionnement parisien. À présent qu'il était redevable envers la France, il devait passer à la caisse pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance dans les faits, par les avantages géopolitiques et géoéconomiques qu'il devait désormais accorder aux intérêts français en présence au Cameroun. En conclusion, très chers congressistes, nous dirons simplement que la décennie 82-92 a inauguré une alternance insoupçonnée à la tête de l'État du Cameroun. Celle-ci présageait d'un idylle politique qui s'est hélas, moins de 2 ans plus tard, transformée en inimitié politicienne, sur fond de compétition de légitimité, pour se conclure par un parricide politique. Le parricide signifiant ici simplement la mort du père par le coup du fils. C'est-à-dire, le père politique Aïdjo a été définitivement écarté politique par son fils, le président Paul Biya. Toute chose qui a justifié un acte désespéré de conspiration sous la forme d'un coup d'État, heureusement manqué. Nanti de la légitimité régulatoriste, le président Paul Biya devrait alors, dans la ville de Bamenda, faire montre de compétences gynécologiques pour que la vieille dame UNC donne naissance à son fils, le RDPC. Un accouchement difficile duquel la mère UNC ne survécut pas. Maintenant que le président Paul Biya disposait d'un instrument politique partisan, il s'ensuivra la bataille des courtisans entre les outres neufs supposés et les vieilles outres avérées, sous son arbitrage, car était alors engagé le casting pour la sélection des hommes du renouveau. Un renouveau qui sera doté de la boussole idéologique et programmatique consignée dans le livre programme du président Paul Biya pour le libéralisme communautaire. Hélas, l'enthousiasme de la période de face généreuse budgétaire, grâce notamment à la position du pétrole, élevé céda sa place à une crise qui obligeait le président Paul Biya, hésitant au départ à se laisser happer par les fourches codines des institutions de Bretton Woods qui lui imposèrent un plan d'ajustement structurel austère et drastique. Le vent de l'Est qui commençait à souffler fut dopé par les propos du discours de la bolle du président français François Mitterrand pour motiver l'opposition à briser le mur de verre du parti unique et imposer le multipartisme qui dut, face à la témérité du régime du président Paul Biya, se contenter d'une tripartite en lieu et place d'une conférence nationale souveraine exigée après du mois de ville morte et des obéissances civiles. De justesse et grâce à une gymnastique juridique, le président Paul Biya remporta l'élection de 1992. Le très charismatique et populaire président SDF, porté par l'Union pour le changement de Nizon Fundi, venait d'échouer à imposer par les urnes l'alternance et le changement subséquent qui cristallisaient déjà les aspirations et soupirs des Camerounais pendant plusieurs décennies. Très chers congressistes, nous voici arrivés à la gare ferroviaire tout en espérant que ce voyage rétro-temporel vous aura donné entière satisfaction. Nous vous présentons donc la boîte d'assujetion à interrogation, à contribution, dans l'espoir de sublimer dans votre conscience mémorielle la décennie 82-92 de l'histoire de notre très cher beau pays, le Cameroun. Je vous remercie.
qui nous a fait digérer cette décennie d'histoire tout en riant et en prenant conscience de la gravité dont elle a été mandatée. Monsieur Nguessu, c'était un honneur de vous écouter. Oui, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le secrétaire particulier du président? On peut s'asseoir. Le président a forcément un mot à dire. D'abord, je voudrais préciser que tous ces textes vont faire l'objet d'une réunion. Et ça sera le livre de cet événement. Donc c'est sérieux. C'est très sérieux. Et la fin d'une chose veut mieux que son commencement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est venu travailler. Parce qu'en 2 jours, on va changer notre pays. Ce n'est pas un jeu. Donc, il faut tenir bon pour qu'on finisse le programme de la journée. Ça se passe une fois de plus de commentaires. C'est toujours passionnant et émouvant de voir des personnes qu'on a rencontrées, avec qui on a marché, on a formé, de voir ce qu'ils peuvent faire. Moi, je n'ai lu aucun de ces textes. Je n'ai influencé ni de près ni de loin. Je ne pensais pas que... Non, je ne fonctionne pas comme ça. Totalement libre d'écrire ce que vous voulez. Et quand on voit ça, on est content. Alors, si vous voyez bien la démarche, c'est de faire le tableau de 60 à 2026. Et demain, on va faire un travail spécifique sur le tribalisme, l'ethnicisme en rapport avec le problème national camerounais. Rien n'est placé par hasard. Donc c'est pour vous rassurer. On sait où on va et on sait ce qu'on est en train de faire. Je vous encourage à tenir bon jusqu'à la fin. Merci, monsieur le particulier. La poignée de main. Merci, monsieur le secrétaire particulier du président. Très chers invités, sans plus tarder, hein. Vous l'avez vu, la graine a été plantée. Et aujourd'hui, on est en train de voir ce que le Cameroun traverse et ce que le Cameroun a traversé. Tout à l'heure, vous venez de suivre l'excellent exposé du secrétaire particulier du président de 1982 à 1992. Je ne sais pas si ce sont mes oreilles qui ont un problème ou alors c'est ma mémoire qui me joue des saltos. Tout à l'heure, quand on a commencé ces travaux, 1960, 1982, vous avez vu les différents troupes que le Cameroun a traversés à travers notre premier président, Amadou Ahidjo, et la lutte des patriotes. Cela s'est soldé par la passation du pouvoir entre les mains du président Amadou Ahidjo à Paul Biya. Et tout à l'heure, M. Nguessu a pris cette histoire jusqu'en 92. Et on peut observer qu'il y a une constante dans l'histoire de notre Cameroun. On ne sait pas si c'est la terre camerounaise qui rejette les impérialistes, les endocolons, mais lorsqu'on regarde la trajectoire de l'histoire du Cameroun, c'est comme si cette histoire recèle comme une sorte de magie. Parce que l'une des décennies qui a bougé les fondations de notre nation, c'est celle qui part de 82 à 92, avec la passation du pouvoir du président Ahidjo au président Paul Biya. Mais vous voyez que l'idée centrale même de cette période, c'est le pouvoir. Et on se souvient que
en 1982, lorsque le président Ahidjo, à la télévision, démissionne. Je précise bien, lorsque le président Ahidjo démissionne, Paul Biya n'a pas fait de faux coups, de faux décrets ou alors de faux coups d'État. C'est venu le trouver. Et lorsqu'on regarde actuellement, on constate que lorsque Ahidjo donne le pouvoir à Paul Biya, 2 ans après, il y a un coup d'État assumé. C'est toujours les patriotes qui ont protégé le président patriarche Et le pays. et le pays. Et en 2026, alors que le président est à l'extérieur, en Suisse, on nous annonce qu'il y a un vrai faux coup d'État. On se souvient que lorsque le président Ahidjo passe le pouvoir, il vient récupérer 2 ans plus tard. Et on sait comment ça s'est soldé. Et en 2026, lorsque le président est à Genève, il y a un vrai faux coup d'État. Les médias nous citent certains noms, mais on